Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo au format podcast sur cette chaîne. Comme je vous l'avais annoncé dans les précédentes vidéos, on va avoir pas mal de podcasts qui vont arriver aussi, tout simplement parce que c'est du contenu qui peut être plus long, du contenu informatif qui me permet de vous délivrer pas mal d'informations et surtout des informations qui vont réellement être utiles et que vous pouvez directement mettre en place dans votre pratique. Pour ce premier podcast et probablement le prochain d'ailleurs, je serai seul du coup, tout simplement parce que les sujets qu'on va aborder sont des sujets qui, je pense, sont particulièrement importants pour vous aider à progresser et les traiter avec un intervenant, ce ne serait probablement pas le plus judicieux en soi. Généralement, quand on va être avec un intervenant, on a des petites anecdotes qui vont venir se positionner par-ci, par-là. Je pense aussi que s'intéresser au parcours des intervenants va être intéressant. Autrement dit, si on souhaite réellement s'attarder de manière assez précise et relativement structurée et construite sur un sujet, on va probablement pas se retrouver avec la vidéo la plus intéressante ou en tout cas la plus compréhensible pour vous si ça se faisait avec un intervenant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je serai tout simplement tout seul pour vous parler de ce sujet-là. En tout cas, aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, vous l'avez vu dans le titre de toute façon, c'est tout simplement la sélection d'exercices. On va décomposer ça principalement en 4 étapes. Premièrement, pourquoi est-ce que la sélection de vos exercices est particulièrement importante pour votre progression? Ensuite, on ira tout simplement voir quels sont les paramètres que vous devez aller observer pour savoir si le choix d'un exercice est pertinent vis-à-vis de vos objectifs. Ensuite, on s'intéressera tout simplement aux modifications et variations qui pourraient avoir lieu dans la sélection de vos exercices au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre programme d'entraînement. Et ensuite, on va tout simplement s'intéresser sous forme de cas un petit peu concrets pour un groupe musculaire donné à la sélection d'exercices qu'on pourrait mettre en place pour un programme donné et justement les raisonnements qu'il faut avoir pour réussir à avoir une sélection d'exercices cohérente quand on vient tout simplement mettre ça en place, le calquer à travers un programme. Sur le papier, c'est très intéressant de savoir si un exercice est bon. Ce qui va aussi être intéressant, c'est tout simplement faire en sorte que la sélection des différents exercices qui composent le recrutement de notre groupe musculaire dans un programme donné soit cohérente elle aussi. Parce que bien évidemment, savoir sélectionner un bon exercice, c'est important, mais ce qui va aussi compter, c'est s'assurer que les différents exercices que vous avez sélectionnés pour un groupe musculaire donné, lorsque vous composez votre programme d'entraînement, là aussi, on doit avoir une cohérence au niveau de ces différents exercices qui vont être sélectionnés. On va s'intéresser de toute façon à ce point-là assez rapidement. Premièrement, pourquoi est-ce que la sélection d'exercices est importante? Alors, le premier point, et ce que vous devez absolument comprendre, c'est que si votre objectif, et on reste bien dans le cadre d'un objectif d'hypertrophie, si votre objectif est l'hypertrophie, ce que vous cherchez à mettre en place à travers l'entraînement, ce que vous cherchez à obtenir, c'est tout simplement un stimulus. Ce stimulus, il va passer principalement par 2 choses. Bien évidemment, la capacité, la précision que vous allez avoir à mettre la tension sur un groupe musculaire donné, ça évidemment, ça passe à la fois par la qualité d'exécution, mais ça passe aussi à travers la sélection d'exercices que vous allez mettre en place. Certains exercices ne vont pas vous permettre, de par la manière dont ils sont agencés, de par les trajectoires qu'ils vont imposer, ils ne vous permettront pas d'avoir un recrutement le plus efficace possible sur tel ou tel groupe musculaire donné. Ça ne veut pas dire qu'il y a des exercices qui sont nécessairement mauvais et qui ne vont pas du tout vous permettre de recruter ce groupe musculaire-là. Mais par contre, prenons un exemple tout bête. Admettons que vous souhaitiez recruter votre grand dorsal. Est-ce qu'un rowing à la barre ne va pas recruter votre grand dorsal? Non, un rowing à la barre va vous permettre de recruter votre grand dorsal. Par contre, est-ce que ça va vous permettre de recruter votre grand dorsal de manière significative par rapport à un tirage, admettons à la poulie, classique, avec le coude proche du corps? Probablement pas. Votre objectif, du coup, avec cette sélection d'exercices, c'est déjà vous assurer que, biomécaniquement parlant, ce dernier fait sens et vous permet de mettre la tension sur le groupe musculaire souhaité. Ça, c'est le premier point qu'il faut comprendre. Une bonne sélection d'exercices égale un stimulus qui va être plus important et bien évidemment, si un stimulus est plus important, vous vous assurez d'être en capacité, ou en tout cas, de mettre toutes les chances de votre côté pour faire en sorte que vous progressiez le plus rapidement et le plus efficacement possible sur ce groupe musculaire donné. Ensuite, le deuxième point vis-à-vis de l'importance de la sélection de vos exercices, c'est tout simplement faire en sorte que vous ayez un développement un petit peu plus homogène au niveau de vos muscles. Qu'est-ce qu'on entend par là? A priori, on a plusieurs données maintenant qui nous indiquent, en fonction des longueurs musculaires sur lesquelles vous allez travailler, en fonction potentiellement des articulations qui vont être en mouvement, potentiellement celles qui seront immobiles, on sait
qu'on va probablement avoir des régions d'un groupe musculaire qui vont être un petit peu plus développées que d'autres. Ce qu'on entend par là de manière très très simplifiée potentiellement, c'est, admettons, on sait que travailler vos ischio-jambiers en position étirée, potentiellement, ça permettrait peut-être d'avoir une hypertrophie régionelle sur une région précise des ischio-jambiers un petit peu plus importante au niveau du haut des ischio-jambiers à la jonction avec les fessiers. Évidemment, est-ce que c'est une différence qui sera parfaitement notable à l'œil nu? Probablement pas. Par contre, c'est quand même quelque chose dont on a conscience, quelque chose qui est documenté, donc vous avez bien évidemment la possibilité de le mettre en place maintenant que vous êtes conscient de ce bénéfice-là. On va bien évidemment avoir un troisième point qui va être important au niveau de la sélection de vos exercices, c'est tout simplement le management des blessures et des douleurs. Il y a probablement certains exercices qui sont un petit peu moins intéressants pour vous. Admettons, si on reprend notre exemple du travail pour le grand dorsal, disons qu'on a deux options possibles. J'ai potentiellement mon rowing bar classique à la barre, sur lequel je vais tout simplement être forcé d'adopter une prise en pronation. C'est tout simplement une contrainte qui est inhérente à l'utilisation d'une barre droite. Et vous avez une seconde option, notre tirage à la poulie avec le coude proche du corps. Si jamais je suis, admettons, quelqu'un qui a un valgus relativement prononcé, autrement dit, quand je me mets comme ça, admettons, si je me mets comme ça, on voit que je vais avoir l'avant-bras qui part un petit peu vers l'extérieur, qui n'est pas nécessairement dans une ligne droite ici avec mon épaule. Dans ce cas-là, on sait par exemple que la prise pronation va amener des contraintes articulaires qui ne sont pas spécialement souhaitables, ou en tout cas qui vont être plus importantes. Donc pour quelqu'un qui a un valgus prononcé, qui pourrait déjà avoir des antécédents, un passif avec différentes tendinopathies à ce niveau-là, est-ce que c'est réellement le plus intéressant de programmer des exercices comme ça qui vont tout simplement venir contraindre les articulations à conserver certaines positions alors qu'elles ne sont peut-être pas idéalement faites pour ça? Peut-être pas. Là, ça vous permet tout simplement d'éviter les blessures, ou en tout cas, travailler autour d'une potentielle blessure pour venir minimiser les douleurs. Et ça, pour le coup, c'est un paramètre qui est probablement négligé, mais qui est très très important. Votre capacité à progresser, et vous le savez de toute façon, prendre de la masse musculaire, ça demande énormément de temps. C'est un travail qui nécessite de la patience, et une patience qui doit être développée sur des mois et même des années, potentiellement des décennies pour les plus rigoureux et les plus avancés d'entre vous. Donc, vous devez aussi vous assurer de mettre en place et d'intégrer cette notion de longévité quand vous venez tout simplement programmer, penser à vos différentes séances d'entraînement. Et bien évidemment, derrière vient le dernier point qui n'est pas négligeable non plus, même on va le discuter légèrement parce que je pense que ça peut être intéressant aussi, on va faire une toute petite aparté, c'est évidemment la notion de plaisir. Vous devez prendre plaisir sur les exercices que vous faites. Si vous mettez en place un exercice que vous détestez particulièrement, admettons, j'ai quelqu'un que pour qui je vais programmer du hack squat, pour les quadriceps, ça me permet tout simplement d'avoir une flexion de genou qui va être particulièrement importante, la personne peut descendre totalement en bas. Bref, j'ai un étirement très très intéressant au niveau de mes quadriceps, ma notion de stabilité a été cochée, je suis en capacité de surcharger sur le long terme avec cet exercice-là. Bref, une multitude de critères qui nous intéressent et qui sont positifs pour, en tout cas, se dire qu'un exercice correspond à une sélection intelligente. Mais si cette personne déteste le hack squat, si elle ne se sent vraiment pas à l'aise dessus, est-ce que ça vaut le coup de le programmer? Parce que oui, sur le papier, je vais avoir un exercice qui me permettrait d'avoir un stimulus plus intéressant, ou en tout cas plus intéressant que d'autres exercices. Mais si la personne ne l'aime pas, est-ce qu'elle va réellement développer de l'intensité? Est-ce qu'elle va réellement chercher à se dépasser dessus? Est-ce qu'elle va réellement chercher à avoir la niaque quand elle arrive sur ses séances? Ou est-ce que ça va plutôt la dégoûter? Est-ce qu'elle va arriver sur ses séances avec une appréhension? Est-ce qu'elle va se retenir un peu? Si c'est pour que mon client derrière s'entraîne avec systématiquement 2-3 RIR sur le hack squat ou qu'il n'apprécie pas son programme, que son intensité, peut-être que des fois elle sera élevée, peut-être que des fois il ira chercher l'échec, peut-être que des fois il ira chercher le RIR 0. Par contre, je m'expose clairement au fait que cette intensité, de 1, ne sera probablement pas élevée, ou en tout cas, si elle est suffisamment élevée, il y a peu de chances qu'elle soit élevée de manière reproductible sur le long terme. Dans ce cas-là, prendre une option peut-être moins intéressante sur le papier, ça peut être plus pertinent, tout simplement pour cette notion de plaisir, de laquelle va découler une intensité plus importante qui, rappelons-le, va quand même dicter la qualité du stimulus que vous allez avoir lorsque vous réalisez une série. Là où ça devient probablement discutable, cette notion de plaisir, probablement pour les profils qui sont peut-être un peu plus avancés, ou en tout cas qui souhaitent se diriger ou qui ont vocation à se diriger vers une approche un petit peu plus professionnelle au niveau de leur pratique, c'est qu'en effet, je pense qu'il faut quand même être conscient que mettre cette notion de plaisir de côté peut être nécessaire. Et
Gardez bien aussi en tête que généralement, cette notion de plaisir, elle est fortement induite par les résultats que vous allez obtenir. Peut-être que sur le papier, il y aura une méthode qui ne vous conviendrait pas trop. Vous vous dites « Ah, je vais pas nécessairement prendre plaisir ou quoi que ce soit ». Suite à discussion avec votre coach ou tout simplement avec vous-même si vous vous auto-coachez, vous vous dites « Bon, j'ai quand même envie de tester, ça vaut le coup, j'ai envie d'expérimenter ça ». Vous vous rendez compte que vous avez des résultats qui sont particulièrement importants ou en tout cas qui paraissent un petit peu plus notables que les résultats que vous avez à l'accoutumée. Dans ce cas-là, il y a probablement une notion de plaisir avec cette méthode, avec ce choix d'exercice qui va sûrement être revu à la hausse. C'est là où parfois, je pense que c'est quand même bien de venir faire des concessions à ce niveau-là. Mais pour la grande majorité d'entre vous, si vous n'avez pas vocation, et il n'y a strictement rien de mal à ça, à chercher à avoir des niveaux de masse musculaire littéralement aberrants, à avoir vraiment des objectifs professionnels, bref, une ambition très très importante dans le cadre du bodybuilding, je pense que la notion de plaisir, c'est une notion que vous devez prioriser et absolument intégrer quand vous venez tout simplement choisir vos exercices. Bon, maintenant on passe tout simplement à la deuxième partie de ce podcast et probablement la partie la plus intéressante et la plus importante. Quels sont les paramètres que vous devez aller regarder lorsque vous allez sélectionner un exercice? Bien évidemment, on vient de toucher au premier paramètre, cette notion de plaisir, et on a expliqué pourquoi. Ensuite, on va tout simplement arriver à un second paramètre, qui est votre capacité à surcharger sur le long terme. Qu'est-ce que j'entends par là? Et ça va être un exemple très très simple. Alors, maintenant, on a quand même énormément de franchises en France qui se sont développées, comme On Air, Fitness Park, etc., dans lesquelles vous avez des haltères qui montent jusqu'à 50, 60 kg pour la plupart. Néanmoins, il existe quand même certaines salles, dont la salle où je pouvais travailler avant, par exemple, dans laquelle les haltères ne montent qu'à 40 kg. Est-ce que c'est particulièrement pertinent de venir programmer un pattern de développé couché aux haltères pour un individu qui a déjà des niveaux de force relativement importants? J'entends par là quelqu'un qui est en capacité de réaliser des séries de 10-12 répétitions à déjà 36 kg. Bon, à partir du moment où cette personne, je vais la mettre en surplus calorique, qu'on aura une programmation qui va être intelligente et que ses niveaux de force vont augmenter dans le temps, les 40 kg vont rapidement devenir limitants. Alors, bien évidemment, j'ai la possibilité de mettre une setup avec des élastiques ou quoi que ce soit. Pour l'avoir fait, la notion de plaisir sur l'exercice commence à rapidement diminuer parce qu'il faut prévoir 4-5 minutes de setup. Il y a toujours ce risque qu'il y ait un élastique qui bouge, que potentiellement on se prenne un poids de 5 kg sur la figure, ce qui n'est pas nécessairement très très agréable ni souhaitable en soi. Dans ce cas-là, peut-être que ce n'est pas très très pertinent de programmer cet exercice-là parce que vous n'allez pas pouvoir tourner pendant suffisamment de semaines, mois avec, et vous allez rapidement devoir passer sur une autre option qui va vous demander de remettre en place certaines adaptations nerveuses, de la coordination, etc. Chose que, si vous aviez été prévoyant, vous auriez pu faire dès le début et ça vous aurait potentiellement évité de perdre quelques semaines en soi. Même chose avec les poulies. Certaines poulies, typiquement, vont tout simplement être limitées à 50 kg. Pour certains individus, faire un tirage à un bras à 50 kg, ça peut être relativement léger, ou en tout cas, ça va les contraindre à aller travailler sur des tranches de répétition qui sont plus longues, peut-être qu'ils ont moins de plaisir sur ce type de tranche de répétition. Dans ce cas-là, même chose, il faut être attentif à ce détail. Certains me diront, vous avez la capacité, on peut très bien acheter un gym pin et venir apposer ce gym pin sur la poulie. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a certaines poulies qui ne le permettent pas. Si vous regardez les poulies Technogym, vous avez tout simplement la barre de réglage qui se situe juste devant les différents petits trous dans lesquels vous allez en fait pouvoir mettre votre tige sélective de poids. Vous ne pourrez pas mettre de gym pin, ou en tout cas vous pourrez juste mettre un gym pin et un gym pin très court et apposer un petit poids de 10 kg. Ce qui ne va pas nécessairement régler le problème. Vous serez de nouveau rapidement bloqué en soi. Ça, c'est le premier point à prendre en compte. Soyez sûr que vous puissiez surcharger et progresser en force et en performance suffisamment longtemps sur cet exercice-là pour pouvoir le conserver assez longtemps dans votre programme ou en tout cas faire en sorte qu'il puisse revenir de manière assez régulière dans vos différents programmes pour vous assurer une progression sur le long terme. Dans le même ordre d'idée, si on reste un petit peu sur la disponibilité du matériel, la composition de la salle, faites en sorte que votre exercice soit réalisable et reproductible de manière systématique. On prend un exemple. Il y en a probablement pas mal d'entre vous qui habitent peut-être en région parisienne et du coup qui ont assez facilement accès à la franchise On Air. Si vous regardez dans les On Air, vous avez généralement un système d'étage, comme beaucoup de salles parisiennes en soi. Parfois, vous avez l'étage avec les poulies et les machines, et vous avez un autre étage qui, lui, va comprendre les barres, les poids libres, les haltères et les bancs. Et parfois, dans l'étage avec poulies, vous n'avez pas de banc. Est-ce que c'est très très pertinent de venir programmer
un exercice, par exemple, toujours notre fameux tirage pour le grand dorsal, où vous êtes assis sur un banc? Je ne pense pas. De un, il faut que vous ayez la possibilité de venir utiliser ce banc-là. Le descendre dans un autre étage, pareil, bon, la notion de plaisir, devoir se trimballer avec un banc qui pèse 40 à 45 kg dans les escaliers, etc., en admettant que les agents d'accueil soient OK avec ça, peut-être compliqué de réussir à le reproduire de manière systématique. Dans ce cas-là, tournez-vous vers des options que vous allez pouvoir mettre en place de manière systématique. Même chose. Là, ça parlera probablement plus au coach parce que généralement, quand vous coachez vous-même, c'est des problèmes auxquels vous pensez directement parce que c'est vous qui êtes impacté, vous qui êtes concerné et vous les vivez. Donc vous arrivez rapidement à prendre ces décisions-là. Mais si vous êtes coach, que un de vos élèves vous dit, voilà, moi je m'entraîne plutôt sur le créneau 18-19 heures, vous voyez un petit peu qu'il y a une disponibilité en termes de poulies qui est relativement faible, on a peut-être seulement 5 à 6 bancs dans la salle, ce qui n'est pas nécessairement énorme selon la quantité d'adhérents qu'il y a à 18-18 heures. Il s'entraîne sur les créneaux pleins, les créneaux bondés. On sait que les poulies sont quelque chose de très très demandé dans la plupart des salles et c'est généralement difficile de pouvoir tourner dessus. Est-ce que là aussi c'est très très pertinent de lui programmer cet exercice-là pour le grand dorsal en lui demandant d'utiliser un banc? Peut-être pas, on a peu de chances que cet exercice puisse systématiquement être réalisé, ou bien même, tout simplement, systématiquement réalisé à la bonne position dans la séance. Et on sait que l'ordre des exercices a quand même une importance. Et en particulier, si jamais dans ce programme-là en question, le grand dorsal était un des muscles qu'on souhaitait prioriser. On a besoin, et c'est quand même intéressant de se dire que de manière quasi systématique, il va pouvoir être entraîné en début de séance. Là aussi, c'est un paramètre que vous devez prendre en compte. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus au corps de la sélection d'exercices sans avoir ces différentes contraintes externes, mais qui sont quand même à prendre en compte et qui sont inhérentes en fait à votre lieu d'entraînement. Et ça va tout simplement être, est-ce que votre exercice fait sens biomécaniquement? Ce que j'entends par là, c'est tout simplement que vos muscles ont des actions musculaires. Autrement dit, ils vont servir à quelque chose. Vos muscles servent tout simplement à mettre en mouvement des articulations. Ils sont tout simplement reliés aux articulations avec des tendons, et lorsqu'ils vont se raccourcir, ils vont tout simplement permettre de bouger une articulation. De manière très très simple, vous pouvez voir ça comme des marionnettes. C'est un exemple que je prends très très généralement pour expliquer aux gens comment ça fonctionne. Vous imaginez une marionnette, si vous venez tirer sur un fil, les articulations, le bras, l'avant-bras de la marionnette va tout simplement se mettre en mouvement. C'est à peu près la même chose pour vos muscles. Donc, lorsque vous choisissez un exercice, faites en sorte que ce soit les bons fils sur lesquels vous allez tirer. Si je vous prends un exemple très très bête, je vois certaines personnes, pour travailler les fessiers, qui vont sur la Smith Machine. Je pense que vous allez voir l'exercice dont je parle. Je vais faire en sorte de vous la poser juste ici pour que ce soit un petit peu plus visuel. Mais cet exercice-là, pour travailler les fessiers, n'a aucun sens biomécaniquement parlant. Vos fessiers sont responsables de l'extension de hanche. Normalement, vous auriez besoin d'une contrainte qui aurait une direction horizontale. Là, votre Smith Machine, elle répond à quelle contrainte? Elle répond tout simplement à la gravité. C'est une contrainte verticale. Littéralement, vous n'avez pas du tout sélectionné la bonne contrainte. Pour vos fessiers, cet exercice-là n'a strictement aucun sens. Pour vos quadriceps, ça pourrait être discutable. Je pense c'est pas du tout quelque chose que j'irais programmer en soi, mais on pourrait dire que biomécaniquement, il y a un certain sens dans la programmation de cet exercice. Ça aussi, faites attention. Surtout, maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus d'exercices différents. Ça fait des années que c'est comme ça, mais qui peuvent être proposés sur les réseaux sociaux. Faites attention. Généralement, la plupart des exercices basiques que vous avez déjà vus sont amplement suffisants et vous permettent d'avoir une variété, une diversité d'exercices qui est largement suffisante et qui vont répondre à ce bon sens biomécanique. Ça aussi, c'est un facteur que vous ne devez vraiment pas négliger parce que parfois, je vois certaines incohérences. On va en prendre une dernière. Je pense que celui-ci va parler à encore plus de monde. En tout cas, là, on avait un exercice plutôt pour la jante féminine, je pense, et là, on va en avoir un qui s'adressera un petit peu plus à la jante masculine. Le squeeze press, ce fameux truc où vous prenez une plaque de 5 ou 10 kilos, bref, un disque, et vous faites comme ça. Est-ce que vous avez vraiment la sensation que vous pouvez obtenir un étirement le plus important possible au niveau de vos pectoraux et un raccourcissement le plus important possible au niveau de vos pectoraux? Non, sans parler de la stabilité, sans parler du fait que si jamais vous avez de la force, il vous faudrait littéralement 60 kilos, amusez-vous derrière à avoir suffisamment de préhension pour que ce soit possible. Bref, faites attention aux exercices farfelus. N'allez pas vous aventurer sur des terrains qui n'ont probablement aucun sens en soi. Et au-delà de ce bon sens biomécanique, on vient d'y toucher un petit peu avec notre exemple du squeeze press. Faites en sorte que ce soit des exercices sur lesquels vous ayez une amplitude qui soit
suffisamment importante. Il y a certains exercices, de par leur nature, qui vont tout simplement mettre en place une amplitude qui est extrêmement réduite. Je vais vous prendre un exemple assez concret, le rack pull. Le rack pull, c'est tout simplement un soulevé de terre partiel. Autrement dit, vous avez probablement une barre que vous allez saisir, vous cherchez tout simplement à la lever, et généralement, cette barre, elle va démarrer sous le niveau des genoux, ou parfois un petit peu au-dessus du niveau des genoux. J'en ai même vu certains où elle démarrait quasiment à mi-cuisse. Vous avez une amplitude qui est extrêmement faible. Est-ce que vous allez réellement obtenir un étirement important au niveau de vos fessiers, au niveau de vos ischio-jambiers, au niveau de vos adducteurs avec cet exercice-là? Peut-être pas. Certains me diront, oui, mais je le fais pour travailler mon dos. Alors, probablement, pareil, pour le grand dorsal, biomécaniquement, la case du bon sens n'est probablement pas cochée. Ça pourrait s'entendre pour vos érecteurs. Je pense quand même que vous avez la capacité d'étirer un petit peu plus vos érecteurs. Et pareil, si vous souhaitez réellement les entraîner, il faut mettre en place un certain degré de flexion et d'extension au niveau de la colonne vertébrale. C'est très bien de les travailler en isométrie. Cependant, l'isométrie n'est peut-être pas le plus intéressant pour obtenir les meilleurs résultats en hypertrophie. Sans parler du fait que votre colonne vertébrale, je pense que c'est bien de la faire bouger aussi, ne serait-ce que d'un point de vue santé sur le long terme. On a pas mal de données qui nous indiquent que c'est intéressant d'aller chercher des grandes amplitudes à ce niveau-là. Bref, là aussi, faites attention à ça. Et derrière, le deuxième point, même si celui-ci vous allez probablement peu le rencontrer, mais c'est quelque chose que je peux généralement voir, et surtout sur le travail au poulie, c'est tout simplement la tension que vous allez avoir pendant ces exercices-là. Attention à ne pas confondre tension et amplitude. On va revenir sur ce point juste après dans la troisième partie. Vous avez certains exercices sur lesquels vous avez une partie du mouvement qui ne procure littéralement aucune tension ou pas du tout. Et vous avez un autre moment du mouvement sur lequel vous allez avoir une tension qui là est particulièrement importante. Faites attention, parfois vous avez une évolution de cette tension qui est tellement étrange, tellement peu homogène, que ce n'est peut-être pas le choix le plus intéressant. Parce que vous allez vous retrouver avec un exercice sur une partie du mouvement que vous n'arrivez plus du tout à compléter, et au final vous avez encore 80% de l'amplitude que vous pouvez réaliser, donc vous allez probablement vouloir la réaliser parce que vous vous dites bah là il m'en reste encore sous le coude ou quoi que ce soit. Vous allez faire du coup intégrer de manière plus ou moins consciente des répétitions partielles. Est-ce que c'est très pratique de réussir à évaluer votre progression sur le long terme quand vous mettez en place ce genre de série? Je ne pense pas non plus. Et un des derniers paramètres que vous devez venir regarder lorsque vous souhaitez savoir si la sélection d'un exercice est pertinente ou non, c'est tout simplement quel est votre facteur limitant lorsque vous réalisez cet exercice-là. Et là, des exemples, vous en avez une multitude. Typiquement, je souhaite faire en sorte de travailler mes quadriceps. Je vais programmer un squat à la barre. Est-ce que c'est ce qui est le plus pertinent? Est-ce que mon facteur limitant vont réellement être, mes quadriceps? Probablement pas. Il y a de fortes chances, ça dépendra des structures bien évidemment, on s'entend à ce niveau-là, mais il y a de fortes chances que ce soit votre gainage. Est-ce que vous voulez réellement que votre gainage vous empêche de réaliser 2-3 répétitions que vos quadriceps étaient en capacité de réaliser? Peut-être pas. Si vous reproduisez ça sur 3-4 séries, peut-être même 5 par semaine, ça vous fait quand même beaucoup de stimulus à côté duquel vous passez. Accumulé sur différentes semaines, différents mois, différentes années, ça peut créer une différence notable et significative au niveau du résultat que vous allez avoir sur le développement de vos quadriceps. Ça, c'est quelque chose auquel vous devez faire attention. Même chose. La notion de stabilité aussi va être importante. Ne programmez pas des squats sur Bosu Ball. Je vois certaines personnes faire ça encore sur les réseaux sociaux alors qu'on est en 2025. Je pense que c'est un gros problème. Au-delà du fait qu'un squat sur Bosu Ball pour travailler votre stabilité, je ne pense clairement pas que ce soit le plus intéressant. Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là. Mais quel est votre objectif? Votre objectif, c'est l'hypertrophie ou c'est tout simplement être en capacité de faire du jonglage dans un cirque? Normalement, votre objectif, c'est l'hypertrophie. Dans ce cas-là, entraînez-vous de manière cohérente et sérieuse pour obtenir les bons résultats en hypertrophie. Là aussi, faites attention à ça. Mais si on prend un exemple un petit peu parlant et un petit peu moins farfelu, typiquement, admettons, on fait notre tirage, ce fameux tirage pour le grand dorsal, avec le coude qui va être proche du corps. C'est important d'avoir un banc devant soi. Je vais tout simplement avoir une force qui va m'attirer vers l'avant. Si je me repose uniquement, et en plus, je vais avoir une force qui va exercer une rotation sur moi aussi, si j'ai uniquement mon propre gainage, tout simplement, principalement mes lombaires en fait, qui vont m'aider à réussir à me stabiliser, à partir du moment où je vais arriver sur des charges importantes, ça va devenir particulièrement compliqué de gérer cette stabilité. Voire, ça peut être un facteur limitant ou, dans une mesure un petit peu moins dérangeante, ça va quand même m'empêcher de conserver une exécution
suffisamment qualitative par rapport à celle que je souhaiterais. Dans ce cas-là, en effet, avoir un banc, et c'est pour ça que vous voyez tout le monde effectuer ces exercices-là avec un banc, c'est tout simplement parce que ça vous permet d'avoir une stabilité qui est suffisante. Ça vous permet de faire en sorte que le facteur limitant sur votre série reste le groupe musculaire que vous souhaitez travailler. Et s'il y a bien un critère qui est extrêmement important quand vous sélectionnez un exercice, c'est celui-ci. Faites en sorte que toutes les cases soient cochées pour que le facteur limitant soit le groupe musculaire en question, et pas un autre ou pas autre chose. On prend un autre exemple, même si là, on sort un petit peu de la sélection d'exercices, mais je pense que c'est intéressant aussi, et ça permet de faire un parallèle intéressant, c'est tout simplement la tranche de répétition que vous allez utiliser. Est-ce que programmer, a priori, l'hypertrophie, tant qu'on a la même proximité de l'échec, entre 5 répétitions et 30 répétitions, voire même probablement plus de 30 répétitions, on a les mêmes résultats en hypertrophie. Toutefois, est-ce que vous pensez réellement que sur une presse à cuisse, vous allez être capable d'avoir la même proximité de l'échec musculaire quand vous faites une série de 5 ou 6 répétitions ou quand vous faites une série de 25 à 30 répétitions? Déjà, je vous laisse imaginer la sensation de brûlure et le défi psychologique bien supérieur que c'est d'arriver à l'échec sur une série de 25 à 30 répétitions. Pour le coup, je m'étais amusé à le faire quelques fois comme un débile sur du hack squat. C'est pas marrant du tout. En termes de défi psychologique, c'est beaucoup plus éprouvant, ce qui va probablement impacter votre volonté sur le reste de la séance et potentiellement l'intensité du reste de vos exercices. Et le facteur limitant, il y a de fortes chances pour que la grande majorité d'entre vous, ce soit le cardio ici. Vous allez tout simplement être oxy. Il y en a aussi beaucoup d'entre vous qui ne savent pas nécessairement comment bien gérer leur respiration sur des gros exercices type presse à cuisse ou hack squat, qui savent encore moins bien gérer leur respiration quand ils se retrouvent sur des séries relativement longues. Là, dans ce cas-là, il y a de fortes chances que vous ayez créé une série qui soit extrêmement fatigante d'un point de vue cardio, et on sait qu'a priori, ça peut quand même avoir un impact relativement conséquent sur la récupération. De deux, en termes de volonté, ça vous a littéralement mangé et ça va se ressentir de manière négative sur le reste de votre séance. Et de trois, et probablement le plus chiant, vous vous êtes peut-être entraîné à 4-5 RIR, alors que la difficulté perçue était peut-être quasi la même, voire même supérieure à une série à l'échec ou à RIR 1, sur une presse à cuisse, mais cette fois-ci sur une tranche de répétition en 6-8. Donc là aussi, faites attention à vos tranches de répétition. Au-delà de la sélection d'exercices, si vous voulez vous assurer que le muscle ciblé soit le facteur limitant, je pense que votre tranche de répétition, c'est quand même quelque chose qui est très très important à prendre en compte et qui a généralement tendance à être un petit peu négligé aussi. Et dites-vous bien une chose, ce n'est pas parce qu'une série est particulièrement difficile qu'elle a été productive. Je peux reprendre notre fameux exemple du squat sur Bosu Ball. Je peux vous demander de faire un squat sur Bosu Ball. Ça va être extrêmement compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est compliqué pour vos muscles. C'est compliqué parce que vous avez une sensation de brûlure, une espèce de sensation de déchirure très agréable, soit dit en passant, au niveau de vos quadriceps. Ou c'est compliqué parce que c'est littéralement un bordel et vous avez l'impression que ça trempe de partout parce que vous n'êtes pas habitué à effectuer cet exercice-là et vous n'avez pas la coordination pour. Tout simplement parce que vous n'avez pas la coordination pour. La difficulté perçue n'est pas nécessairement synonyme de la productivité de vos séries. Ça, c'est aussi quelque chose que vous devez garder en tête et je pense que ça vous permettra de faire des choix un petit peu plus éclairés à l'avenir. Bon, maintenant qu'on a vu les différents critères que vous aviez à regarder pour bien sélectionner un exercice, il va aussi falloir s'intéresser aux différents exercices que vous allez sélectionner et tout simplement les mélanges, les mix, les combos que vous allez réaliser entre ces derniers. Parce que normalement, quand vous créez votre programme d'entraînement, je ne pense pas que pour un groupe musculaire, vous choisissiez uniquement un exercice. Normalement, vous avez probablement, je pense pour la majorité des gens, un panel de 2 à 4 exercices pour travailler un groupe musculaire. Dans ce cas-là, là aussi, on a différentes choses à aller regarder. La première chose, c'est tout simplement les longueurs musculaires que vous allez avoir. Un muscle, vous le savez normalement, on va avoir 2 positions extrêmes. On va avoir la première, c'est tout simplement la position la plus étirée, et on va avoir la seconde, c'est tout simplement sa position la plus contractée, la plus raccourcie. Notre objectif, nous, quand on va sélectionner nos différents exercices, c'est tout simplement de s'assurer qu'on arrive à la fois à avoir des exercices qui nous permettent de placer de la tension lorsqu'on est en position étirée, mais qui nous permettent aussi de positionner de la tension sur ce groupe musculaire lorsqu'il est en position contractée. Un exemple tout simple, travailler les ischio-jambiers. Je peux très bien à la fois mettre du leg curl assis et du leg curl allongé. Le leg curl assis, lui, va tout simplement me permettre de travailler mes ischio-jambiers dans leur position étirée. Le leg curl allongé, lui, va tout simplement me permettre de les travailler en position raccourcie. Alors on se dit, génial, j'ai 2 exercices qui me permettent de parfaitement compléter le travail.
Et c'est là où il y a un deuxième critère qui va entrer en compte. Ce deuxième critère, c'est tout simplement les différentes actions de vos muscles. Là, sur le papier, on pourrait se dire, super, mes ischio-jambiers ont été travaillés dans toute leur longueur musculaire. Vous avez un autre point qui va être important. Mes ischio-jambiers, ils ont une première action qui va tout simplement être de la flexion de genou. Ils me permettent tout simplement de plier la jambe. Mais ils ont une deuxième action. Pour les ischio-jambiers, vous avez 4 chefs. Vous en avez de mémoire, oui, 3 d'entre eux qui vous permettent de faire de l'extension de hanche. Ça fait quand même beaucoup 3 sur 4. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de venir programmer des exercices qui mettent tout simplement une contrainte sur un mouvement d'extension de hanche. Là, on pourrait typiquement penser à des extensions à 45 degrés ou bien à un soulevé de terre jambes tendues. Ce sont des bonnes variantes. Et dans ce cas-là, vous vous assurez à la fois d'avoir travaillé vos ischio-jambiers en position raccourcie, en position étirée, de répondre à leurs 2 principales fonctions. Là, on commence à avoir quelque chose de particulièrement complet. Et le dernier point auquel on peut s'intéresser, c'est tout simplement les courbes de résistance. Celui-ci, je pense que c'est probablement le moins important selon moi, d'autant plus que généralement, quand vous faites un mix d'exercices, vous vous retrouverez quasi systématiquement avec des tensions qui vont un petit peu varier en soi. Et malheureusement, en France, on n'a pas nécessairement à des machines Prime, Strive, bref, qui en soi sont la même marque du coup. Mais bref, différentes machines qui vous permettent tout simplement de moduler la courbe de résistance de votre exercice. Bref, la courbe de résistance, c'est tout simplement quelle va être la difficulté perçue, la résistance perçue au fur et à mesure qu'on avance dans le mouvement. Et vous avez tout simplement des machines qui vous permettent, en jouant un petit peu sur les bras de levier, le positionnement de la came au niveau de votre poulie, de faire en sorte que cette partie du mouvement soit plus difficile, ou bien celle-ci selon les réglages que vous mettez en place. Ce qui peut être très très intéressant. En France, on a peu de machines qui permettent ça, et à moins de bidouiller avec des élastiques qui ne vous permettent de toute façon que de vous diriger un petit peu plus vers de la tension de contraction, pour réussir à transformer un exercice et mettre en place un peu plus de tension d'étirement que ce que l'exercice nous propose de base, c'est faisable. C'est une setup à laquelle j'avais réfléchi. C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Il faut bidouiller avec une poulie, avec une barre que vous allez potentiellement... C'est littéralement faisable. Ce n'est pas du tout faisable. Même si j'avais mon home gym seul, je ne me prendrais pas la tête à mettre en place cette setup qui prendrait littéralement 15 à 20 minutes juste pour avoir un peu plus de tension d'étirement. Je pense que c'est beaucoup mieux de claquer un peu son argent dans des machines Prime. Bref, petit aparté, excusez-moi. Bref, si on revient du coup sur nos différentes tensions, on va à la voir, on peut séparer les exercices en 2 grandes catégories, même si c'est un spectre en soi. Vous avez les exercices à tension d'étirement et les exercices à tension de contraction. Attention, il y a une nuance à bien comprendre, parce que je vois encore énormément de personnes, dont certaines qui sont coachs, qui confondent encore les deux. Un exercice en position étirée n'est pas nécessairement un exercice à tension d'étirement. Faites attention à ça. Je vais vous donner un exemple très très concret pour imaginer mes propos et surtout aider tout le monde à bien comprendre la différence. On est d'accord que quand je fais des écartés ici, je viens raccourcir mes pectoraux. Ça me permet de travailler mes pectoraux en position raccourcie. Par contre, si la machine met un maximum d'étirement lorsque j'ai le bras ici et que la tension, la résistance exercée par la machine réduit progressivement au fur et à mesure que je me rapproche ici, même si je viens totalement raccourcir mon muscle, que je suis sur un exercice en position raccourcie, c'est là que la tension est la plus importante. C'est donc un exercice à tension d'étirement. Et ça, c'est important de le comprendre. Vous avez évidemment des exercices à tension d'étirement qui travaillent la position étirée. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il faut bien faire le distinguo entre ces 2 choses-là. D'accord ? Bref, en tout cas, on va avoir nos différentes tensions. L'objectif, ça va être, si possible, avec le matériel que vous avez à disposition, essayez d'avoir à la fois des exercices à tension de contraction et des exercices à tension d'étirement. Je vous donne un exemple très très simple pour vos quadriceps. Très généralement, avec les machines que vous avez à disposition en France, les leg extensions sont des exercices à tension de contraction. Autrement dit, c'est beaucoup plus difficile quand vous vous retrouvez à tendre les jambes et que vous êtes en haut du mouvement. Et c'est beaucoup plus simple ici. C'est pour ça que généralement, on en voit certains qui continuent à faire des demi-reps parce qu'ils ont encore de l'énergie pour faire cette partie-là, mais pas celle-ci parce que c'est la plus challengeante en soi. Et à contrario, vous avez tout simplement un sissy squat qui, lui, va être un exercice qui ressemble énormément à un leg extension en soi. Vous avez ici un buste qui va être fixe, ou en tout cas, l'angle entre le buste
et vos fémurs, donc la partie haute de vos jambes, va rester fixe, elle ne va pas bouger au cours de l'exercice. Tout ce qui se passe, c'est au niveau de l'articulation du genou, et pourtant, là, vous êtes sur un exercice à tension d'étirement, alors même que les articulations en mouvement sont exactement les mêmes, en l'occurrence, ce sont tout simplement vos deux genoux. D'accord ? Donc, si possible, essayez de programmer des exercices qui vous permettent de jouer un petit peu avec ces différentes tensions. Donc, si on récapitule, pour avoir un bon mélange d'exercices qui viennent composer votre programme, les 2 points principaux auxquels vous devez vous intéresser, les longueurs musculaires, à la fois de la position étirée, à la fois de la position raccourcie. En deuxième, on va tout simplement avoir les différentes actions musculaires, faire en sorte de répondre à tout ce que mon muscle est capable de faire. Mon muscle a différentes capacités, mon objectif c'est de venir le challenger sur chacune de ses capacités. Aussi simple que ça. Et le troisième point, probablement moins important, probablement beaucoup plus difficile et beaucoup plus prise de tête à mettre en place aussi, donc n'y accordez pas trop d'importance, mais je pense que c'est quand même bien de le citer, c'est ce qu'on vient de voir, les différentes courbes de résistance, la manière dont évolue votre tension au cours d'un exercice. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo, on s'est intéressé aux différents critères pour bien choisir un exercice. Je pense que ça vous a pas mal éclairé. Maintenant, pour terminer, je pense que ça peut être intéressant, et je vous l'ai évoqué en début de vidéo de toute façon, essayez de prendre un exemple plus ou moins concret, tout simplement pour imager un petit peu les propos que j'ai pu tenir durant toute la vidéo. Et je pense que ça va vous aider aussi, parce que jusqu'ici, ça paraît peut-être un petit peu trop conceptuel pour certaines personnes. On va prendre un premier exemple. On va prendre l'exemple des quadriceps. Je pense que c'est un bon exemple. On a déjà vu pas mal de choses avec notre exemple plutôt au niveau des ischio-jambiers. Normalement, vous avez compris. On va se refaire la même chose avec les quadriceps. Les quadriceps vont même être un petit peu plus faciles en soi. On va avoir une action principale au niveau de vos quadriceps, qui est tout simplement l'extension de genou. Autrement dit, ça vous permet de tendre les jambes, littéralement. On a une deuxième fonction qui, je pense, est probablement un petit peu secondaire en soi. Ça va être de la flexion de hanche. Autrement dit, vous avez votre buste qui est comme ça, vous avez les jambes qui sont comme ça. Ça peut vous aider à relever un petit peu les jambes. Je pense que c'est dans une mesure qui est tellement négligeable en soi. Il n'y a qu'un chef des quadriceps qui est en capacité de faire ça. Contrairement aux ischio-jambiers où le travail sur la hanche, on en avait quand même 3 chefs sur 4. Je pense que c'est négligeable, donc on ne s'intéressera pas nécessairement à cette action-là. Par contre, si on vient s'intéresser du coup à l'action de notre quadriceps, qui est de faire de l'extension de jambes, on peut se dire, ok, donc ça c'est mon action. Les 2 choses que je dois essayer de mettre en place maintenant, c'est à la fois réussir à travailler sur de la position raccourcie, mais aussi venir travailler sur de la position étirée. On commence par la position raccourcie. Pour la position raccourcie, je peux très bien me dire, ok, l'objectif, c'est tout simplement de réussir à avoir un exercice qui va me permettre d'avoir de la tension au moment où mes jambes sont totalement tendues. Bon, là, normalement, on arrive assez facilement à la conclusion que le leg extension est peut-être l'exercice roi à ce niveau-là. En réalité, je n'en vois pas tellement d'autres qui permettent de réellement mettre de la tension et une contrainte significative lorsque vous cherchez à complètement tendre les jambes. Après, notre objectif maintenant, ça va être de trouver un exercice au moins qui nous permet d'avoir de la tension de manière un petit peu plus importante, mais surtout qui vient réellement challenger nos muscles lorsqu'ils sont en position étirée. C'est-à-dire, littéralement, là, j'ai les jambes tendues, ici c'est mon fémur, ici ça va être mon tibia, hop, et il faudrait vraiment que j'ai de la tension au moment où ces 2 parties se touchent, littéralement au moment où mes ischios vont quasiment venir toucher mes mollets. Un leg extension permet rarement de faire ça. Vous avez le siège qui va vous gêner, généralement la machine n'a pas suffisamment d'amplitude. En réalité, la plupart du temps sur un leg extension, hop, vous faites ça et vous vous arrêtez à peu près à 90 degrés au niveau du genou. En ajoutant des boudins, etc., vous pouvez peut-être arriver ici. Vous n'arriverez jamais là. La machine ne vous le permettra pas de toute façon. Dans ce cas-là, j'ai différentes options qui peuvent s'offrir à moi. Je vais potentiellement avoir une presse à cuisse. En effet, il faudra peut-être que je customise un petit peu ma presse à cuisse pour me permettre de descendre plus bas. Peut-être en ajoutant un tapis derrière mon dos. Peut-être en ajoutant aussi des chaussures d'haltérophilie qui vont à la fois me permettre de gagner un petit peu de hauteur au niveau de mes pieds, ce qui fait qu'automatiquement la machine pourra descendre un petit peu plus bas parce qu'elle sera partie d'un petit peu plus haut, donc j'ai un gain d'amplitude, et en même temps, ça me permet d'augmenter un petit peu ma flexion de genou, ce qui est toujours intéressant. Je peux aussi avoir un hack squat. Je peux aussi potentiellement avoir un split squat sur lequel je vais venir utiliser une setup appropriée pour réussir à descendre le plus bas possible et faire en sorte littéralement que mes mollets viennent être en contact avec mes ischio-jambiers pour étirer le plus possible mes quadriceps. Là,
a priori, on a quand même la possibilité d'avoir différentes variantes. Donc, on peut se dire, ok, il me faut mon leg extension, c'est quasi sûr et certain. Ensuite, je vais choisir ce qu'on va appeler un pattern de squat, potentiellement un split squat, potentiellement une presse à cuisse ou potentiellement un hack squat. Là, on va dire que j'ai ces 3 choix-là à disposition. Lequel je prends? Sur quoi je me base? J'adore les 3. La notion de plaisir ne va pas me permettre de les départager. On revient sur les différentes notions qu'on a pu voir un petit peu plus tôt. La notion de stabilité. Presse à cuisse, stabilité, ok, pas de souci à ce niveau-là normalement. Hack squat, stabilité, ok, pas de souci à ce niveau-là normalement. Split squat, et là vous me voyez venir, stabilité, on est quand même à une jambe. Si je cherche à prendre de la force ici, potentiellement, en plus je le fais aux haltères, je peux être limité par les haltères de ma salle dans le temps, je vais mettre de plus en plus lourd dans le temps, la stabilité va être de plus en plus compliquée à gérer, j'ai un travail en unilatéral, donc il faut que je fasse une jambe et puis l'autre jambe ensuite, ce qui potentiellement me prend plus de temps, me fatigue un petit peu plus, peut taper un peu plus dans mon cardio. Ok, on s'aperçoit que le split squat, attention, je ne dis pas que c'est un mauvais exercice, mais en tout cas, sur le papier, ce n'est probablement pas aussi intéressant, ce n'est probablement pas aussi pertinent de programmer du split squat que de programmer de la presse à cuisse ou bien du hack squat. Maintenant, ok, j'ai le choix entre de la presse à cuisse et du hack squat. Et là, en réalité, pour départager les deux, on va avoir peu de différence en soi. Si vous arrivez à customiser un petit peu vos setups, vous allez réussir à avoir des mouvements qui vont plus ou moins vous procurer les mêmes bénéfices en soi. Donc ici, la notion de préférence personnelle ou tout simplement la notion de disponibilité va probablement primer. Admettons, je vous donne un exemple tout bête. Et c'est là où on peut voir que le raisonnement peut être poussé de manière assez systématique à chaque fois. J'ai quelqu'un qui va être régulièrement en déplacement. Je sais pas, ça peut être un commercial ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous êtes pilote d'avion, que sais-je. Bref, vous entraînez dans plusieurs salles différentes. Ça fait partie de votre style de vie, tout simplement, dû à vos contraintes professionnelles. Vous avez plus de chances de systématiquement trouver une presse à cuisse ou bien systématiquement trouver un hack squat dans une salle. Normalement, vous trouvez une presse à cuisse dans quasiment toutes les salles. Contrairement à hack squat, même si ça se démocratise beaucoup en France, ce n'est pas encore le cas. Dans ce cas-là, en programmant ma presse à cuisse, je sais que ma capacité à reproduire cet exercice sur le long terme, fonction de la disponibilité du matériel, est probablement un petit peu plus élevée. Dans ce cas-là, c'est peut-être ce choix d'exercice qui est le plus intéressant. Prenons un autre exemple. J'ai une personne où on sait que surcharger la colonne vertébrale peut être relativement problématique. Bref, il y a eu des petits antécédents de pathologie, petites blessures à ce niveau-là. Il y a une certaine appréhension. Dans ce cas-là, le plus intéressant entre le hack squat et la presse à cuisse, pour choisir ce deuxième exercice quadriceps, qu'est-ce que ce serait? Je sais que le hack squat c'est quand même une charge qui vient être apposée au niveau de mes épaules. Ça vient littéralement tasser ma colonne vertébrale. Il y a quand même une contrainte et de toute façon, si vous faites un hack squat relativement lourd, arrivé sur certaines charges et certains niveaux de force, vous le sentez, lorsque vous déraquez cette barre, ça vous écrase quand même. Il y a une sensation qui est oppressante, alors plus ou moins agréable selon les personnes. Personnellement, je trouve ça assez sympa, ça challenge, on se dit putain, il y a un truc qui est en train de littéralement quelque chose qui est en train de m'écraser, c'est lui ou moi. Bref, quelque chose d'assez agréable, il y en a peut-être que ça refroidit un petit peu, mais si jamais, admettons, on a déjà certaines petites douleurs ou gênes qui peuvent traîner, où il y a un passif à ce niveau-là, où j'ai déjà beaucoup d'exercices qui surchargent ma colonne dans le programme, ou même plutôt dans la séance, comme par exemple un RDL, est-ce que c'est réellement pertinent de faire le choix du hack squat à ce moment-là? Peut-être pas. Peut-être que la presse à cuisse, ce sera un petit peu plus pertinent, justement parce que là, je n'ai pas de contrainte axiale, je ne viens pas surcharger directement ma colonne vertébrale. Bref, normalement, vous l'avez compris, vous avez pas mal de choses que vous pouvez venir regarder. Moi, dans cette vidéo, je me suis tout simplement attardé, si vous voulez, sur des critères, des paramètres que vous pouvez venir observer et analyser de manière systématique. Ensuite, il y a d'autres choses, comme les deux exemples qu'on vient de prendre entre le choix de la presse à cuisse et le choix du hack squat, qui vont plutôt dépendre d'un contexte qui est très individuel en soi. Donc là, ça va être aussi à vous de faire preuve de bon sens, selon la configuration de votre client si jamais vous êtes coach, ou bien votre propre configuration si vous vous occupez de votre programme en autonomie. Dans ce cas-là, pensez à analyser un petit peu les différentes difficultés que vous pouvez rencontrer. Ne vous inquiétez pas, généralement, les difficultés que j'ai pu évoquer ici, c'est des contraintes auxquelles vous êtes censé faire face assez régulièrement. Donc normalement, même si vous avez commis une erreur, c'est un grand mot dans votre programme, mais qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas le plus optimal dans le programme, vous allez vite vous en rendre compte. Et si on reprend le cas de notre commercial, bon, il va rapidement se rendre compte que c'est quand même chiant. Il y a
il y a un peu une semaine sur deux où je peux pas faire mon hack squat, et au final, une semaine sur deux, je fais du hack, une semaine sur deux, je fais de la presse à cuisse. J'ai pas la sensation de réussir à réellement bien maîtriser un mouvement parce que j'alterne toujours entre les deux. Bon, normalement, il comprend assez vite qu'il y a peut-être un changement un peu plus smart qu'un autre qui peut être effectué. Bref, de toute façon, vous le voyez bien, il y a aussi une grosse part de bon sens lorsque vous cherchez à construire un bon programme, et généralement, les bonnes réponses ne sont pas si difficiles que ça à trouver, même s'il faut un certain socle de connaissance. On est totalement d'accord là-dessus. La plupart du temps, c'est surtout la capacité à se poser les bonnes questions, et ensuite, là où les bonnes réponses à ces questions, généralement relèvent plus du bon sens que d'un niveau de connaissance qui s'apparenterait à du bac plus 11. On est loin d'être sur une discipline qui est aussi compliquée que ça en soi. Bref, écoutez, on arrive à la fin de ce premier épisode au format podcast. J'espère que ça vous aura plu, j'espère surtout que ça vous aura aidé. L'objectif, c'était de traiter ce sujet-là parce que, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je pense que c'est probablement un des critères les plus importants sur lequel vous devez vous attarder lorsque vous choisissez un programme, que ce soit tout simplement, que ce soit pour travailler sur un point faible ou même un groupe musculaire qui ne serait pas un point faible, vous avez tout intérêt, encore une fois, à faire en sorte d'obtenir et mettre toutes les choses en place pour obtenir le stimulus le plus important possible sur un groupe musculaire donné. Et la sélection d'exercices, pour moi, est un des critères principaux qu'il faut cocher pour s'assurer de réussir à avoir ce stimulus le plus qualitatif possible. Donc écoutez, encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère avoir pu vous aider. Bien évidemment, la section commentaires est ouverte pour tous ceux qui auraient des questions. Ce sera avec plaisir pour y répondre, pour vous aider si jamais il y a une problématique particulière que vous pouvez rencontrer. Et écoutez, nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu, un commentaire. Encore une fois, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage aussi à poursuivre et à mettre en place d'autres vidéos. Si jamais certains d'entre vous ont des suggestions, des sujets qu'ils aimeraient bien que j'aborde, n'hésitez pas non plus, ça me fera plaisir. L'objectif, encore une fois, c'est que les sujets que je traite puissent principalement vous aider. Donc, s'il y a des sujets sur lesquels vous rencontrez des difficultés, profitez-en. Et écoutez, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et moi, je vous dis ciao.